Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Que faut-il retenir de ces élections municipales ? Hier, le taux de participation s'est élevé à 57%. Alors, on peut relativiser en disant que c'était mieux que telle ou telle année. Mais que faisaient les 37% restants ? Si vous faites partie de ceux qui n'ont pas voté, appelez-nous, qu'on comprenne pourquoi vous avez refusé d'aller voter. Ensuite, les résultats, les grandes villes restent aux mains de la gauche, Paris, Lyon, Marseille. La plupart des villes moyennes ont basculé aux mains du Rassemblement national et de ses alliés. Les unions techniques ont fait plouf. On fait le bilan avec Adrien Matou, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonjour. Alors, on a une petite attente avec Adrien Matou. Pardon. Problème de connexion. Bonjour anticipé. Voilà, bonjour on va le retrouver. On doit voir avec lui, que nous dit clairement le second tour des élections municipales de 2026. Est-ce que le paysage politique français est en train de se reformuler ou au contraire, la France s'enfonce-t-elle vers des clivages hasardeux ? C'est sûr qu'on a eu des cas de figure tout à fait différents. On a eu évidemment les 3 élections des 3 grandes villes où la gauche s'est maintenue, Paris, Lyon, Marseille. Les 3 fois d'ailleurs, 2 fois, non, Paris et Marseille sans accord avec la France Insoumise. À Lyon, Grégory Doucet a pactisé avec la France Insoumise. Il faut quand même bien comprendre que les 2 événements majeurs, Lyon-Marseille et Paris, Rachida Dati a commis l'erreur. Je pense que c'est ce qui est à l'origine de son succès, de son échec, de s'identifier beaucoup trop à Emmanuel Macron. Sa candidature a été soutenue, elle a été portée par Emmanuel Macron, probablement à la demande de Nicolas Sarkozy. Alors ça a été démenti par Sarah Knafo par la suite. Évidemment, pour pas révéler les coulisses. Non, mais en tout cas, elle avait l'aval d'Emmanuel Macron, qui a très probablement appelé Édouard Philippe pour demander que la liste de Bournazel fusionne et se retire. Du coup, Bournazel, un petit peu heurté par ce revirement, n'a pas voulu participer. Et donc, Rachida Dati est partie au 2e tour avec une fusion avec les macronistes. Donc, c'était vraiment une union de la droite et du centre et du socle commun. Et puis Sarah Knafo, qui s'était retirée tout simplement pour donner un maximum de chance à la droite. Ce qui serait intéressant de voir, c'est qui parmi les électeurs de Bournazel, de Sarah Knafo ont voté ou n'ont pas voté pour Rachida Dati, sachant que l'électorat de Sarah Knafo, il faut quand même se souvenir que c'est un électorat de déçus de gauche et de droite, mais d'abord de droite bien sûr, et d'abstentionnistes à la base. Pour que Rachida Dati passe de 25 à 40%, il est indéniable. Oui, il y a eu un report forcément, bien sûr. Il y a eu un report quasiment total des voix de reconquête de Sarah Knafo. En revanche, il est fort probable que beaucoup d'électeurs de Bournazel se soient reportés sur Emmanuel Grégoire, tout simplement parce que Emmanuel Grégoire a eu cette dignité. On peut penser ce qu'on veut d'Emmanuel Grégoire, c'était le premier adjoint d'Anne Hidalgo, avec lequel il a fini d'ailleurs le mandat quelque part en rupture, en tout cas en conflit. Mais voilà, cette fermeté de ne pas négocier avec la France Insoumise, voilà. Est-ce qu'Adrien Matou est là ? Je suis là, Perico. Bonjour à tous. Bonjour Adrien. La matinée est chargée, je suppose, pour vous aussi, et vous décryptez dans tous les sens. Oui, on voulait savoir avec vous. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne, hebdomadaire quand même extrêmement porté sur la question politique. Je dis ça de façon ironique et à la fois sincère. Vous aviez titré il y a quelques semaines, c'est la victoire du Front républicain, et non pas la victoire de LFI ou de telle ou telle tendance. La question est la suivante. Le paysage politique, selon vous, est en train de se reformuler sur des bases nouvelles, ou au contraire, vous avez la sensation que la France s'enfonce dans des clivages de plus en plus hasardeux ? J'irais plutôt sur la deuxième option quand même, parce que je trouve qu'il y a toujours une tendance à surinterpréter les résultats des élections municipales pour en tirer des grands enseignements à l'échelle nationale. Il faut quand même se rappeler que dans 96% des communes, les élections étaient terminées après le premier tour. Donc on s'est focalisé sur les métropoles au second. Après, je vais quand même nuancer, parce qu'il y a peut-être un enseignement qui est que LFI est relativement isolé, parce que franchement, les électeurs socialistes... Adrien, c'est clair que c'est pas un triomphe des LFI. On a entendu sur certains plateaux de télé et dans certains médias pousser. On est d'accord qu'il y a peut-être eu effectivement emblématiquement Roubaix et Saint-Denis. Pour le reste, je crois qu'il y a un recul assez net du vote LFI. Oui, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que on constate que les alliances socialistes LFI, que ce soit un LFI ou un socialiste à la tête de l'alliance, n'ont pas bien marché. Donc, visiblement, il y a beaucoup d'électeurs socialistes qui n'ont pas voulu aller voter pour un candidat qui s'était allié avec LFI ou un candidat LFI au second tour,
Et en plus de ça, on a pu le voir notamment à Toulouse ou à Limoges, il y a visiblement des abstentionnistes qui se sont mobilisés pour faire barrage à ces alliances-là. Toulouse, Limoges, Brest, Clermont-Ferrand, Avignon, Cherbourg, non, ça a été massif. L'électorat de gauche n'a pas voulu tomber dans la combine. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le lire ? Ou à refuser cette hypocrisie du Parti socialiste. On peut le lire comme ça, et on peut même ajouter que visiblement il y a des électeurs de droite qui se sont mobilisés spécialement pour faire barrage. C'est assez ironique, puisque toute la stratégie de LFI, c'est quand même de mobiliser des abstentionnistes. Là, visiblement, ils l'ont fait, mais contre eux. C'est-à-dire qu'ils sont tellement infréquentables, effrayants, qu'il y a des Français qui sont prêts à leur faire barrage au second tour à tout prix. Et des électeurs et des électrices qui se sont abstenus au premier tour et qui n'ont pas voulu que leur ville tombe aux mains de la France insoumise, il y en a eu aussi certainement, et c'est probablement ce qui s'est passé, notamment à Toulouse. Tout à fait. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que il y a une séquence qui va s'ouvrir. Olivier Faure, qui a quand même prôné beaucoup d'alliances avec LFI au niveau local, est affaibli. Il y a toute une aile droite du PS qui ne veut pas entendre parler de tout rapprochement avec la France insoumise, qui va essayer de le déstabiliser. Donc ça peut quand même ouvrir une nouvelle séquence à gauche, ces élections municipales. Je pense que la formule jésuitique, et j'ai beaucoup de respect pour les jésuites qui m'ont élevé, de pas d'accord au niveau national, mais comme on est au municipal, ça ne vaut pas, est absolument aberrante. Adrien, on a Jean-Pierre qui nous appelle de Marseille justement. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Pélico. Comment ça va à Marseille ce lendemain? Tout le monde a la gueule de bois, ou au contraire il y a des gens qui sont très contents? Vous faites partie plutôt de ceux, vous faites plutôt partie des déçus, ou vous faites plutôt partie des heureux? Moi, je fais plutôt partie des déçus, oui, bien sûr, parce que ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse avoir à ce point à Marseille la droite la plus bête, non pas du monde, mais de l'univers, voire de la galaxie. Voilà, donc on a une candidate qui n'a aucune chance, qui se maintient, on se demande pourquoi. Et puis, on se demande pourquoi. Elle voulait garder un petit siège à la métropole, voilà. Mais c'est des bas calculs politiques qui laissent la ville à la gauche. La droite est bête, bon, c'est comme ça. Je crois qu'au niveau national, dans les grandes villes, parce que effectivement, on peut faire la différence entre les petites villes et les grandes villes. Le souci d'interprétation, c'est que chacun a sa victoire symbolique. LFI à Roubaix, à Saint-Denis, l'Union des droites à Nice, la gauche à Paris et les écolos à Lyon. Donc chacun a sa victoire symbolique, chacun peut se dire vainqueur, mais en profondeur, je pense que le pays est quand même bien à droite et que l'Union des droites, je pense, dans une présidentielle, sera indispensable. Pour autant, Jean-Pierre, vous reconnaissez que si on fait la somme des voix de M. Alizot et de Mme Vassal, on est à 45-46%, ça ne suffisait pas pour autant. La dynamique de la gauche entre M. Payan, qui a refusé de s'associer, comme à Paris, avec la France insoumise, et le retrait de M. Delogu, c'est ça qui a créé la dynamique. Je serais quand même très curieux que des sondeurs experts puissent mesurer le nombre de personnes qui ont voté Vassal au premier tour et qui ne sont pas allées voter au second. Ou qui ont voté, ou qui auraient voté à gauche. Ou qui n'ont pas voté, ou qui ont voté à gauche, parce qu'il y a un dégoût. Écoutez, moi, historiquement, je suis plutôt LR, mais franchement, là, c'est LR de rien, quoi. On vous comprend, mais comme vous dites, c'est vraiment nul, quand vous dites la droite, c'est pas la droite la plus bête du monde, c'est la droite qui bouche le port de Marseille comme la sardine. Adrien Matou, quel est votre décryptage sur Marseille? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a énormément parlé d'union des droites ces dernières semaines, ces derniers mois, mais visiblement, l'union des droites n'existe pas. Pas au niveau national, mais pas non plus au niveau local, puisque à part à Nice, où le contexte est extrêmement particulier, et où on avait quand même deux candidats de droite au second tour, il y a eu très très peu d'union des droites, il n'y a pas eu de rapprochement entre LR et le RN. Il y a eu, quand on compare les alliances entre LFI et le PS aux alliances entre LR et le RN, franchement, c'est le jour et la nuit. Donc, pour moi, l'union des droites est un concept qui est très présent médiatiquement, qui est très poussé par certains partisans de cette formule, mais elle n'existe pas politiquement pour l'instant. Je diverge un tout petit peu de vous, Adrien, très très respectueusement, parce que, alors vous allez me dire peut-être que je me trompe, je pense que toutes les villes de moins de 20 000 habitants, où il y a eu un petit raz-de-marée de ce côté-là du Rassemblement national, c'est une union des droites qui n'était pas donnée par les conseils,
par des consignes de partis politiques. Ce sont les électeurs de droite qui ont fait de même que les échecs de la France insoumise avec le PS, ce sont des électeurs de gauche qui a dit nous on mange pas de ce pain-là. Et je pense que l'union des droites, elle existe au niveau de l'électorat, ce qui est un très bon signe dans les deux cas, en disant état-major ou pas état-major, nous on veut pas que cette ville reste à gauche ou passe à gauche. Est-ce que dans beaucoup de cas ça peut être ça? Alors c'est vrai, justement c'est pas exactement l'union des droites, mais c'est vrai qu'on peut faire l'hypothèse que le RN est de plus en plus perçu comme un parti de droite normalisé et non plus comme un parti extrémiste marginal. C'est clair. Par les électeurs LR. Donc les électeurs LR hésitent moins peut-être à voter pour un RN au second tour. Mais ce qui est vrai, c'est que il n'y a pas la vraie union des droites qui serait un rapprochement formalisé, un petit peu comme ce qu'a fait Éric Ciotti. Pour l'instant, ça n'existe pas. Vous considérez que ce taux de participation est assez faible. Pour autant, vous pensez qu'il y a une mobilisation politique dans le pays au vu des différents scrutins qu'il y a eu, des différents cas de figure, échec de la gauche, réussite de la gauche dans certains cas. Je prends le cas très particulier de Strasbourg. À Paris et à Lyon, on voit bien que les deux candidats de la droite ont pâti du fait qu'ils s'étaient assimilés au macronisme. Est-ce qu'il y a quand même une repolitisation du pays, ou vous pensez qu'il y a quand même des gens qui n'y croient plus? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus. La France reste un pays très politique, plus politique que beaucoup de ses voisins. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup fait pour que les Français ne votent pas au premier tour. Il y a les questions de réglementation. On sait que la parité imposée un petit peu partout et l'impossibilité de panacher, de faire du tir aux pigeons dans la petite commune, ça a dissuadé beaucoup de gens d'aller voter. Et plus largement, le spectacle que donne la classe politique depuis plusieurs mois, l'Assemblée, le macronisme finissant, tout ça c'est quand même assez décourageant. Mais on constate quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés voter, qui croient encore à la politique. Et moi je fais l'hypothèse qu'en 2027, il y aura quand même un moment de repolitisation, parce qu'on sait très bien que le destin du pays va se jouer en grande partie en 2027. On a eu beaucoup de communes où il n'y a pas pu avoir de deuxième liste parce que le principe de la parité fait qu'on ne trouvait pas le nombre de candidats suffisant. Est-ce que vous pensez, sans porter atteinte au principe de la parité qui est tout à fait respectable et légitime, est-ce que alors ça serait dans des communes de certain nombre d'habitants, moins de 5 000, moins de 10 000, est-ce qu'on peut faire une parité avec quand même un quota minimum en disant voilà, pas plus de 75% du même sexe, alors que 100% de parité, c'est une entorse à la démocratie puisqu'il y a des Françaises et des Français qui n'ont pas pu se présenter à cause de ça. Est-ce que vous verriez c'est plutôt une bonne idée. Ouais. C'est plutôt une bonne idée. Ce serait un peu moins dogmatique, un peu moins radical. Et moi, je dirais surtout que c'est la combinaison de la parité totale imposée et la fin du panachage qui est vraiment ravageuse. Si on met bout à bout ces deux réformes-là, il y a quand même eu beaucoup de situations où les citoyens, ils avaient une seule liste et ils pouvaient même pas choisir parmi cette liste les candidats qu'ils préféraient. Donc, quand on est dans cette situation, à quoi bon aller voter? C'est peut-être ça qui a nourri l'abstention aussi. Adrien Matou, en ce lundi 23 mars, on peut considérer que le nouveau Front populaire, ancienne NUPES, est définitivement mort, ou à la présidentielle, il pourrait y avoir une recomposition, où les clivages sont tels et les mots ont été tellement violents que c'est irréversible. Moi, je suis prudent parce que la perspective, parce qu'il faut toujours être prudent déjà, et puis parce que la perspective de conserver des sièges à gauche amène quand même l'union à ressusciter à intervalles réguliers. On a eu la NUPES, on a eu le NFP, là on a eu une union antifasciste qui était un NFP qui ne disait pas son nom. Union technique. Ce qui est vrai, en revanche, il y a eu la fusion technique. Ce qui est vrai en revanche, c'est que visiblement il y a beaucoup d'électeurs, notamment socialistes, qui vraiment rechignent à suivre ces consignes-là, que ça s'effrite un petit peu, et que dans le cadre d'une présidentielle, on ne sait pas si déjà la gauche est en mesure de se qualifier pour le second tour, et si dans ce cas de qualification d'une personnalité de gauche au second tour, est-ce que les électeurs iraient docilement, j'ai envie de dire, faire ce barrage-là? On peut se poser la question après les résultats de ces municipales. Je disais je suggérais dans mon humeur que les succès emblématiques de la France insoumise, notamment à Roubaix et à Saint-Denis, étaient probablement liés à la mobilisation de nos concitoyennes et concitoyens issus de l'immigration, un peu charmés, par les diatribes de Jean-Luc Mélenchon, leur disant vous êtes isolés, vous êtes trahis, c'est un pays raciste, un pays xénophobe. Est-ce que vous pensez que ça a peu joué? Quand on voit sociologiquement, il y a une probabilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui,
Voilà, la France insoumise joue tellement de manière évidente sur cette note-là, avec cette rhétorique autour de la Nouvelle-France, le discours sur Gaza, sur l'islamophobie, sur le racisme en France qui serait structurel. Voilà, il y a cette tonalité identitaire et ouvertement mobilisée par LFI, donc on peut évidemment faire l'hypothèse que ça a joué. Après, je constate quand même que il y a beaucoup de communes déjà de cette banlieue qui ont voté pour des maires sortants socialistes ou même de droite. Donc ça marche pas à tous les coups. Oui. La preuve, on peut citer sur les doigts de la main les communes où LFI a gagné. Et deuxième argument, les chiffres de participation montrent que la participation reste toujours assez faible dans ces villes-là. Donc LFI n'a pas réussi son pari de surmobiliser les habitants de ces villes de banlieue. Ce sont peut-être des anciens électeurs qui se sont abstenus, et ces électeurs-là qui ne votaient pas jusqu'à présent se sont mis à voter. Ça, on ne le saura jamais. C'est possible. Ouais, mais c'est difficile à dire, effectivement. Bon. En tout cas, on constate qu'il y a beaucoup de bureaux de vote de quartiers populaires où LFI ne surperforme pas spécialement. C'est clair, c'est clair. Adrien Matou, merci d'avoir pris sur votre précieux temps de directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Je pense que vous avez une journée active. Et puis, je vous dis à bientôt parce que j'aurai besoin de vos lumières, certainement pour d'autres événements politiques. Merci.